Alors vous avez sans doute remarqué qu'il y a dans le monde des gens à qui tout réussit, des gens qui accumulent catastrophe sur catastrophe, malheur sur malheur. Voilà. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la possibilité de choisir votre trajectoire de vie. Ou bien vous allez rester sur des programmations qui viennent de vos parents, de vos ancêtres, et continuer tout au long de votre vie à être grincheux, triste, pessimiste, ou je ne sais quoi, ou bien au contraire, vous allez pouvoir opter, choisir pour l'épanouissement, pour la joie, pour le bonheur. Voilà. Donc c'est surtout de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, en vous expliquant comment nous fonctionnons, comment nous sommes constitués en profondeur et comment nous pouvons avancer en pleine liberté vers l'épanouissement, vers la joie, vers le bonheur, vers l'élévation sur tous les niveaux. Le prérequis par rapport à ça, c'est d'avoir envie de vivre, bien sûr, et avoir envie de vivre des choses passionnantes. Donc il est important d'avoir des buts pour avancer dans notre vie. Donc ce sera peut-être le premier travail à faire. Essayer de réfléchir à ce que nous aimerions vivre à partir de maintenant, sachant que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, nous ne l'avons pas forcément choisi. Ce que je vous explique là résulte d'un travail extraordinaire qui a été fait par un psychoclinicien tout à fait remarquable, qui est malheureusement trop méconnu, qui s'appelle Monsieur Marc Fréchet. Et Marc Fréchet a travaillé sur cette dimension, sur la généalogie, sur tout ce qui peut influencer plus ou moins à leur insu nos parents pendant notre vie intra-utérine, pendant les quelques mois qui ont suivi notre naissance, ces quelques mois où nous sommes en fusion avec notre maman. Donc Marc Fréchet a travaillé sur tout ça. Il a également travaillé sur les cycles biologiques en montrant que nous répétons de façon systématique le même type d'événements tout au long de notre vie. Et tout ça pour montrer qu'en fait nous ne sommes pas libres et que très souvent nous allons vivre des mal-être, des échecs, parce que nous sommes dans une impulsion, nous sommes dans une trajectoire qui nous a été impulsée par nos parents et nos ancêtres. Et cette trajectoire, il faut savoir qu'on peut la modifier, qu'on peut la changer. Il y a un prérequis. Ce prérequis, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous constitue, ce que nous sommes en profondeur. Nous savons bien que nous disposons d'un corps qui est une machine absolument merveilleuse. Évidemment, elle est matérielle, on peut la toucher, on peut la palper. Elle nous permet d'avoir un certain nombre de perceptions, d'entendre, de voir, de toucher, de sentir, de goûter, etc. Mais ce corps unique, il est la résultante d'une multitude de vies. Lorsque l'enfant se trouve dans le ventre de sa maman au cours des 3 premiers mois, il va passer par tous les stades de la vie telle que nous la connaissons ici, sur Terre. C'est-à-dire qu'il va d'abord être un petit être unicellulaire, un peu comme une algue, et puis il va devenir un coquillage, et puis il va devenir un oursin, et puis un poulpe, et puis il va devenir un poisson, et puis il va devenir un reptile, et puis il va arriver aux mammifères. Les 3 premiers mois de la vie, en fait, c'est ce qu'on appelle la vie embryonnaire. Eh bien, nous ne sommes pas encore tout à fait un être humain. Nous sommes en gestation, nous sommes en construction pour devenir un être humain. Et à partir du début du 4e mois, l'esprit fait son apparition. L'esprit commence à agir au cœur de ce petit être qui est dans le ventre de la maman. Et c'est tout à fait merveilleux de découvrir qu'en fait, nous sommes réellement un petit homme à partir de 4 mois. Et nous allons bien sûr grandir et vivre une première vie intra-utérine. Et c'est une vie qui est passionnante. Et ces 6 mois que nous allons vivre encore dans le ventre de notre maman vont compter
dans notre vie. Et puis un jour, bien sûr, nous allons vivre une mort. Une mort, c'est-à-dire un passage. L'accouchement, la naissance. Et il faut bien comprendre que pour le bébé, au moment où il va envisager de sortir du ventre de sa maman, et pour lui, c'est une véritable mort. Et puis, il y a une deuxième vie qui commence alors pour l'enfant, qui va être cette vie sur la terre, et c'est sur cette vie sur terre que nous allons pouvoir agir aujourd'hui. Pour pouvoir modifier cette trajectoire de notre vie, donc nous devons bien évidemment comprendre la réalité de ce corps et son importance, mais nous devons comprendre également que ce corps est animé par quelque chose de tout à fait étrange et étonnant qu'on appelle la vie. Et qu'est-ce que nous savons de la vie? Eh bien, pratiquement, on peut dire que nous ne savons rien de la vie. C'est quelque chose qu'aucun scientifique n'a jamais pu expliciter. On peut comparer un peu la vie à la flamme d'une bougie ou à la flamme d'une lampe à pétrole qu'on peut réalimenter régulièrement en combustible, ce qui peut se comparer à notre vie où nous, bien sûr, nous brûlons les aliments et nous brûlons du combustible, du glucose, des acides gras, et puis nous faisons le plein régulièrement au cours des repas. Donc c'est un petit peu plus proche de la lampe à pétrole ou de la lampe à huile que de la bougie en elle-même. Voilà, la vie, c'est donc une espèce de flamme, quelque chose qui évolue en permanence, qui n'est pas statique. On sait qu'à l'échelle microscopique, il n'y a pas de vie sans microsima. Et malheureusement, les microsima ne sont pas aujourd'hui ou pas suffisamment reconnus, étudiés, explorés, parce que là, il y aurait beaucoup à comprendre et à dire. Et il est clair que ce sont les microsima qui synthétisent les enzymes, les imases. On appelait ça les imases à l'époque, c'est pour ça que Béchamp les a appelés les microsima. Et ces images permettent toutes les réactions chimiques au cœur du vivant, au cœur de notre corps. Donc la vie fait le lien entre les différentes instances de notre être, un petit peu comme lorsqu'il y a des pierres qui constituent un mur et que l'on met un peu de ciment entre les pierres. Voilà, la vie, c'est le ciment entre les pierres, c'est ce qui relie le tout. Donc nous avons un corps, nous avons cette vie qui est extrêmement importante et qui fait l'unité de notre être tout entier. Et puis nous avons un corps énergétique qui double notre corps physique. C'est un corps bien sûr qui n'est pas palpable, mais que l'on peut ressentir, que l'on peut visualiser dans certaines conditions et avec certains procédés techniques, scientifiques, comme le procédé Kirlian. Et c'est un corps qu'on peut aussi envisager avec la théorie des chakras, par exemple. Pour les orientaux, le chakra qui se situe au niveau du cœur serait le centre de ce corps énergétique. Et ce corps énergétique, les psychanalystes le nomment la plupart du temps la psyché. C'est avec ce corps énergétique que nous allons pouvoir avoir des sentiments. Et ces sentiments sont des sentiments animaux, c'est-à-dire que les mammifères en sont capables également en particulier. Ces sentiments animaux, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la jalousie, la colère, la haine. Ça peut être aussi l'amour inconditionnel, l'amour que les mamans mammifères portent à leurs enfants. Cette psyché, elle a une fonction, et une fonction tout à fait capitale. C'est la digestion des émotions. On peut prendre une image qui est un petit peu désagréable, qui est l'image de la fosse septique. Une fosse septique, c'est une fosse qui est en général située dans les soubassements de la maison, sous les toilettes, et c'est une fosse qui recueille les matières fécales.
Et ces matières fécales sont recueillies dans de l'eau, bien sûr, et il y a des bactéries qui proviennent des matières fécales elles-mêmes et de l'eau qui vont pouvoir liquéfier les matières et permettre leur redistribution et leur recyclage dans la nature. La psyché fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que elle va accueillir les émotions et elle va les gérer, les digérer, de manière à en tirer la leçon, à en tirer d'abord l'information et puis essayer de grandir et d'avancer grâce à ces émotions. Pour prendre une autre image un petit peu plus positive, les émotions sont un petit peu comme des gouttes d'eau qui tombent dans un récipient, dans une carafe ou dans un vase. Et bien sûr, normalement, ça devrait pouvoir s'évaporer. Mais parfois, il n'y a pas moyen. Et donc elles vont rester dans la carafe ou dans le vase. Et puis viendra un jour où le vase va déborder et où la moindre émotion nouvelle va entraîner une incapacité à gérer la situation. C'est dans ces cas-là que nous allons développer ce qu'on appelle une pathologie, c'est-à-dire l'expression d'une souffrance. Cette pathologie étant là pour nous permettre de survivre malgré ce trop-plein d'émotions, en quelque sorte, quoi. Nous avons vu déjà donc ce corps physique, nous avons vu ce corps physique animé donc par la vie, et puis ce corps énergétique ou psyché. Et il y a une troisième instance qui est d'une importance capitale, c'est l'esprit. Dans les philosophies orientales, dans le bouddhisme, dans les ésotérismes en général, on considère l'esprit comme une énergie plus ou moins impalpable, mais qui serait précurseur de l'énergie visible. Je ne crois pas. L'esprit, c'est quand même quelque chose de totalement différent. Et il y a un abîme, je pense, entre l'esprit et l'énergie, de même qu'il y a un abîme entre l'esprit et la matière. On pourrait dire que l'esprit, c'est en quelque sorte l'information. C'est le projet, ce qui précède. Voilà, quelque part, on va retrouver le projet sens de Marc Fréchet. Pour prendre l'exemple d'une ampoule électrique, avant que l'ampoule électrique ne soit conçue, ne soit bâtie, ne soit construite, il a fallu avoir un projet. Ce projet, c'était d'éclairer, bien sûr. Au moment du projet, il n'y a encore ni énergie, ni matière qui est en jeu. Eh bien, l'esprit, c'est avant l'énergie, avant la matière. Et cet esprit, nous avons décidé à l'Institut Paracès de l'appeler le moi profond. C'est cet esprit qui va être le plus caractéristique de notre individualité. Parce que c'est vrai que nous avons tous des bras, des jambes, des doigts, un cœur, un foie, un certain nombre d'organes, et tout ça, ça se ressemble les uns par rapport aux autres. Mais par contre, l'esprit, lui, il est totalement unique. Et la première des choses à comprendre, et ça c'est absolument fondamental, c'est que l'esprit n'est pas dans la tête. Ce qui est contenu dans la boîte crânienne, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est de la matière, c'est un ordinateur, c'est un calculateur informatique d'une puissance absolument inouïe, exceptionnelle, et nous en parlerons tout à l'heure. Mais l'esprit ne se situe pas là. Je pense que là, je rejoins toutes les traditions, en particulier antiques, et les traditions orientales, le bouddhisme et tout ça. L'esprit se situe au niveau du ventre, et tout particulièrement, on peut dire qu'il est centré au niveau du point hara, c'est-à-dire le centre de gravité du corps, qui se situe à peu près 3 travers de doigts sous la hauteur du nombril, au milieu du ventre. Et c'est important de comprendre que notre esprit n'est pas centré dans le crâne, dans le cerveau, parce que justement, le cerveau est un ordinateur, et un ordinateur, c'est quelque chose qui est programmé. Eh bien, notre esprit, lui, n'est pas programmé. Notre esprit est totalement libre et il va pouvoir
modifier éventuellement les programmations qui sont là-dedans. Mais il ne peut le faire que parce qu'il n'est pas à l'intérieur, fusionné avec le cerveau. On peut considérer qu'il y a 3 grandes instances au niveau de notre esprit. Vous pouvez imaginer un iceberg en forme d'œuf. Eh bien, il y a une partie émergée qui est au-dessus de la surface de l'eau. Et puis, il y a la partie qui se situe au niveau de la ligne de flottaison. Et il y a la partie immergée sous la ligne de flottaison. Eh bien, on peut dire à peu près la même chose de l'esprit. Il y a 3 grandes parties. Donc, la partie émergée, la partie au-dessus, qui se situe dans l'air, ça va être le moi personnel. C'est à ce niveau-là que nous avons la possibilité d'avoir une conscience, une intelligence réelle. C'est à ce niveau-là que nous avons la liberté de choisir et évidemment donc de reprogrammer, si besoin est, notre cerveau. Ensuite, il y a la partie qui se situe au niveau de la ligne de flottaison. Et cette partie, eh bien, la plupart des psychologues ou des psychanalystes la nomment le subconscient. On peut aussi la comparer à l'état alpha, l'état de la relaxation. C'est un état que nous traversons systématiquement chaque fois que nous nous endormons et chaque fois que nous nous réveillons. C'est un état qui est très agréable parce que c'est un état où la peur, le doute sont quelque part absents. Ça minimise complètement toutes les crispations, les douleurs, les mal-être. Voilà. Et puis, il y a ce qui se situe sous la ligne de flottaison et que l'on peut appeler, avec Jung, l'inconscient collectif. Il n'est pas certain que cet inconscient collectif en nous soit le même que celui des autres. Comme Jung le disait, peut-être que c'est un immense tableau noir et que notre conscience, la partie superficielle, la partie émergée, c'est le spot lumineux d'une lampe électrique qui n'est pas laser. Avec cet inconscient, eh bien, nous pouvons vivre des expériences tout à fait passionnantes comme la télépathie, l'intuition, l'inspiration, mais aussi nous pouvons vivre des phénomènes de bilocation, de téléportation, parce qu'il y a une relative toute puissance, tout à fait passionnante dans cet esprit, et c'est par le biais de cet inconscient que nous allons pouvoir y accéder. Alors, petite parenthèse, il faut savoir qu'il y a 2 grands psychanalystes qui ont fondé les bases de la psychanalyse, c'est Freud et Jung, et souvent on les oppose. Et je pense qu'il ne faut pas les opposer. Freud s'est occupé de la phylogénèse dont nous parlions tout à l'heure et de toutes ces programmations qui sont inscrites dans le cerveau. Et Jung s'est occupé de cet esprit qui se situe au niveau du ventre, au niveau du point hara. Et donc ils ne parlent pas de la même chose, et je pense qu'ils ont raison tous les deux. Le cerveau va coordonner le fonctionnement du corps de A jusqu'à Z. Et on peut discerner, là encore, un certain nombre d'instances dans le cerveau. Il y a d'abord les instincts. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que l'être humain, les 3 premiers mois de sa vie dans le ventre de la maman, passe par tous les stades de la vie. Eh bien, il faut savoir qu'il va garder des instincts de toutes ces phases, et en particulier jusqu'aux reptiles, les émotions, l'affectivité ne sont pas très développées, sinon pas du tout. Et par conséquent, un homme est parfaitement capable de régresser dans des circonstances particulières, bien sûr, dans des situations de crise, et de devenir, par exemple, insensible au plan affectif, ce qui va expliquer des comportements sadiques. Pour que quelqu'un apprenne à se servir d'un fusil, apprenne à se servir d'une grenade, apprenne à poser des bombes pour tuer, ça relève quand même de comportements qui, bien sûr, ne sont pas très compatibles avec la réalité et la splendeur de l'être humain et le respect qui devra en découler, et en particulier qui sont aux antipodes de l'amour tel que je le décrivais tout à l'heure.
Voilà. Donc nous avons en nous des instincts. Peut-être que nous avons de temps en temps à nous battre contre ces instincts qui sont très bas. Et puis, nous avons une autre instance qui est complètement artificielle, qui, elle, nous a été inculquée par nos parents. Parce que vous savez probablement, normalement, un enfant, lorsqu'il vient au monde, ses parents ont la mission de l'élever, c'est-à-dire de lui permettre de grandir, de s'élever au plan de l'accumulation des connaissances, de la culture, de s'élever au plan de la sagesse, au plan du respect. Et malheureusement, dans notre monde, depuis des millénaires et des millénaires, au lieu de chercher à élever l'enfant, la plupart du temps, les parents cherchent à l'éduquer, à le formater. Cette amputation, cette castration symbolique, bien sûr, de l'enfant, eh bien, c'est ce que les psychanalystes nomment le surmoi. Ce sont les interdits, ce sont les tabous, ce sont tout ce formatage artificiel. Voilà. Et ça, bien sûr, est inscrit dans notre cerveau et va limiter certains réflexes de survie dans certaines situations. Voilà. Une autre fonction du cerveau qui est importante aussi, ce sont les mémoires. Elles occupent un très petit espace au cœur, au centre de notre cerveau, au cœur de ce que l'on appelle le cerveau limbique. Et ce tout petit espace nous permet d'emmagasiner un nombre absolument invraisemblable d'informations et de souvenirs. Et les pertes de mémoire ne sont jamais liées à une saturation de ce centre de nos mémoires. Lorsque nous vivons des pertes de mémoire, ce sont plutôt des occultations. C'est comme si nous fermions un diaphragme pour ne pas voir. Nous ne voulons pas nous souvenir de certaines choses parce que ça nous rappelle des souvenirs désagréables et très souvent des séparations, des deuils que nous n'avons pas digérés, que nous n'avons pas su gérer, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis, la quatrième instance de notre cerveau, c'est ce que l'on appelle le mental ou l'intellect. Le mental n'est pas la réalité objective extérieure. Le mental, c'est l'image que nous en faisons. C'est un petit peu comme la carte et la route. Le mental ne nous donne qu'une image par rapport à la réalité qui nous entoure, parce que nous allons pouvoir filtrer. Une carte ne comporte pas toutes les informations de la route. Eh bien, c'est pareil, la réalité que nous allons pouvoir appréhender grâce à nos cinq sens ne sera pas la même que ce que nous allons envisager avec notre mental. Alors, qu'est-ce que c'est que le mental? Eh bien, il faut savoir que notre cerveau est un ordinateur d'une telle puissance qui ne peut jamais s'arrêter de fonctionner. Et donc, il travaille tout le temps. Il travaille jour et nuit. Et ce travail du cerveau, il peut être des fois très dérangeant. Vous voulez, par exemple, vous arrêter devant un beau paysage ou méditer, eh bien, sans arrêt, vous avez des pensées qui vont venir vous traverser votre conscience et vous perturber. C'est le mental. Et alors tout le travail des sages, en particulier dans les philosophies hindouistes et bouddhistes, c'est d'essayer de faire taire, de maîtriser ce mental. Peut-être que ce n'est pas nécessaire et le Bouddha a fini par en revenir au bout de plusieurs années d'ascèse terrifiante. Il a fini par comprendre que c'est pas forcément nécessaire de vouloir faire taire absolument le mental. On pourrait considérer que le mental, c'est un petit peu comme si la radio était allumée quelque part dans la pièce. Et puis, ça ne vous empêche pas de réfléchir, d'être dans la conscience et de vivre autre chose parallèlement sans vous laisser déranger, perturber par ce mental. Voilà. Donc, nous avons vu les 4 grandes instances fondamentales de ce cerveau. Il en manque une 5e. Et cette 5e, c'est de celle-là que nous allons parler essentiellement dans ce travail. Essayer de comprendre comment fonctionne cette 5e instance de notre cerveau.
Alors nous allons donc parler du pilote automatique, et le pilote automatique, c'est important à comprendre. Le pilote automatique, c'est une fonction absolument essentielle de notre cerveau. Si on prend ce cerveau en plastique, bien sûr, il faut savoir que le cerveau est constitué de plusieurs cerveaux. Vous avez le tronc cérébral qui s'occupe des fonctions vitales comme la respiration, la digestion, la circulation sanguine, le cœur, etc. Vous avez le cervelet qui s'occupe des relations, des problématiques avec nos frères et sœurs humains. Et puis vous avez le cerveau supérieur, et nous avons plusieurs milliards de neurones. Et donc la majeure partie de ces neurones se situe au niveau du cortex cérébral. Or, le cortex cérébral, la partie inférieure et postérieure et en dessous, c'est l'intégration des informations sensorielles, et tout le reste correspond à cette fonction de pilotage automatique de notre être tout entier. Voilà. Donc, si on a compris déjà cette importance de cette fonction de pilotage automatique de notre être tout entier, eh bien, on va pouvoir approfondir et éventuellement prendre le contrôle de ce pilote automatique. Vous ne pouvez pas marcher sans ce pilote automatique. Parce que marcher, ça implique de vous mettre debout, de vous tenir debout, de lancer les jambes dans une direction donnée pour rattraper la chute perpétuelle qu'est la marche, puisque la marche est une chute en avant que l'on rattrape en permanence. Et chacun de ces mouvements est coordonné avec des centaines et des centaines de muscles qui rentrent en jeu. Il y a des muscles qui vont dans le sens du mouvement, des muscles qui vont dans le sens de la retenue du mouvement, qui font que lorsque vous lancez le bras, ça part pas, ça passe pas derrière votre corps, etc. Quoi. Tout est important dans cette histoire-là, et rien que pour faire un geste aussi simple que bouger la main, ça implique des centaines et des centaines de muscles différents qui vont lancer le mouvement, le retenir, le coordonner, l'orienter à droite, à gauche. Si nous n'avions pas ce pilote automatique, nous en serions incapables. Nous aurions des fonctionnements de robots et toujours à la limite de tomber. Imaginez que vous faites du vélo. Vous avez appris, grâce à votre pilote automatique, vous avez appris à faire du vélo. Eh bien, si vous vous arrêtez, vous tombez. On ne peut pas rester sur un vélo immobile sans tomber. Eh bien, toute notre vie est un petit peu comme la trajectoire d'un vélo. On n'est pas arrivé dans ce monde immobile. On est arrivé dans ce monde en mouvement. On est sorti du ventre de notre maman, un petit peu comme un train qui sortirait d'un tunnel. Et bien sûr, il avance, il va dans une trajectoire déterminée, et cette trajectoire, elle est déterminée par deux rails. Et c'est pareil pour nous, lorsque nous venons au monde, il y a le rail de maman, et il y a le rail de papa. On peut prendre aussi l'image de la boule de pétanque. Une boule de pétanque, si vous la laissez tomber comme ça, elle s'écrase dans le sol, elle n'est pas vivante, elle ne bouge pas. Une boule de pétanque, dans une partie de pétanque, eh bien, vous avez le joueur qui propulse la boule de pétanque dans une direction donnée. Et cette direction donnée, elle est impulsée par le joueur qui va choisir avec évidemment toutes ses mémoires, tous ses apprentissages propres à lui, etc. Eh bien, ce joueur, pour nous, si nous nous comparons, nous, à la boule de pétanque, ce joueur, c'est le couple de nos parents. Et bien sûr, toutes les préoccupations, tous les soucis, tout ce qui peut travailler nos parents au moment de notre conception, de notre vie intra-utérine et de notre mise au monde, va jouer sur cette trajectoire. Alors bien sûr, vous allez aller dans le sens impulsé par vos parents, et puis de temps en temps, sur la trajectoire, vous allez rencontrer un petit gravier qui va éventuellement vous faire un peu dévier, mais pour l'essentiel, vous allez dans la trajectoire donnée par les parents. Et essayez de bien prendre conscience de ce dynamisme de la vie. La vie n'est jamais statique.
peut prendre pour mieux comprendre l'image d'un avion de ligne. En principe, dès que l'avion a quitté le sol, il est à peine à 100 mètres du sol et déjà le commandant de bord va brancher le pilote automatique. Et le pilote automatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ordinateur, bien sûr. Et dans cet ordinateur, il aura rentré un certain nombre d'informations dans ce que l'on peut appeler une feuille de route. C'est-à-dire que l'ordinateur va lui présenter un certain nombre de critères, de cases à remplir. Il va lui demander à quelle altitude faut-il voler. Il va lui demander dans quelle direction. Il va lui demander pendant combien de temps, et ainsi de suite. Et le commandant de bord va se contenter de mettre, par exemple, pour l'altitude, 10 000 mètres. Il va pour la direction, nord, nord-est, ou je ne sais quel degré, etc. Et puis la durée du vol. Normalement, le commandant de bord sait qu'on doit être arrivé à destination vers telle heure. Et dès que le pilote automatique est branché, et bien évidemment, le commandant de bord se retrouve avec une liberté totale. Il n'a plus rien à faire jusqu'au moment où le pilote automatique va l'avertir qu'on arrive sur l'objectif. Donc c'est le pilote automatique qui va faire monter l'avion jusqu'à l'altitude programmée par le commandant de bord, qui va l'orienter dans la direction définie par le commandant de bord, qui va régler le régime des moteurs de façon à ce que l'avion vole à vitesse régulière et à la vitesse adéquate, et qui va ensuite informer le commandant de bord qu'on arrive sur l'objectif. Comprenez bien que nous ne sommes pas tout le temps dans la conscience aiguë de ce que nous faisons. Par exemple, quand vous êtes au volant de votre voiture, si vous êtes sur une autoroute et que l'autoroute est droite, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de limitation de vitesse exceptionnelle, il n'y a pas de choses particulières, eh bien, vous n'allez pas être dans une conscience hyper aiguë, hyper affûtée de la situation, et vous allez pouvoir laisser votre cerveau prendre en charge la conduite et vous alerter si un problème se présente, si un obstacle ou n'importe quoi se présente, vous allez avoir comme un sursaut, vous allez vous réveiller. Eh bien, c'est là aussi, vous êtes déjà en pilotage automatique. Ce cerveau, bien sûr, comme tout pilote automatique, il ne peut fonctionner que s'il est pré-programmé, s'il a une feuille de route. Et cette feuille de route, elle nous est fournie par nos parents. Et nos parents l'ont reçue de leurs ancêtres. Donc, quelque part, c'est toute la cascade généalogique qui va nous donner cette feuille de route. Et ça remonte à la nuit des temps, à ce moment où nous étions une simple être unicellulaire, à toute cette phylogénèse. Donc, la toute première programmation qui est inscrite au plus profond de notre pilote automatique humain, eh bien, c'est la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce passe avant la survie de l'individu. La survie de l'individu ne vient qu'après. Et d'autant plus chez nous qui sommes des mammifères. Ce qui caractérise les mammifères par rapport aux oiseaux, par exemple, ou aux serpents, ou à d'autres animaux, eh bien, ce sont les mamelles. Et les mamelles, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir l'enfant même s'il y a famine. C'est-à-dire que s'il y a une situation de crise et de manque, eh bien, la maman va pouvoir nourrir et faire survivre son enfant, même si elle en meurt, même si elle donne toute sa substance au travers de son lait à son enfant. Donc la survie de l'espèce, même pour les mammifères évolués que nous sommes, est fondamentale. Cette survie de l'espèce, cette survie de l'individu, bien sûr, ça, c'est sur des rails, ce qu'on disait tout à l'heure, sur la trajectoire de la boule de pétanque qui est propulsée par le couple des parents. Et cette trajectoire, ça donne un sens à notre vie. Et c'est pour ça que Marc Fréchet appelait l'enquête préparatoire à ce travail dont nous parlons aujourd'hui, il appelait ça le projet sens. C'est-à-dire que nos parents avaient des idées dans la tête, dans le cœur, dans leurs émotions, et tout cela va donner sens à notre vie. Est-ce que nous étions désirés? Est-ce que nous n'étions pas désirés? Est-ce que nous sommes un accident? Est-ce qu'ils ne nous ont pas vu venir? Est-ce que, vous voyez, toutes ces choses-là risquent de se marquer, de s'inscrire dans la feuille de route de notre pilote automatique. Normalement,
des parents aimants qui sont heureux d'avoir un enfant, leur enfant devrait être heureux, riche et en bonne santé, et épanoui. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça ne fonctionne pas comme ça pour une raison très simple. C'est que ce projet sens passe de cerveau à cerveau. Ça passe du cerveau de nos parents au cerveau de l'enfant. Et le cerveau n'est qu'un ordinateur. Et un ordinateur, ça ne sait que calculer, associer, répéter. Notre cerveau n'est pas libre. Et donc les informations, la feuille de route qui nous est donnée par nos parents ne va pas correspondre à leur intelligence, à leur conscience, à leur désir conscient pour nous, mais ça va correspondre au contraire à tout ce qu'ils vont vivre de manière négative, tout ce qu'ils refusent par rapport à leur vie. Par exemple, imaginez qu'ils ont un logement trop étroit, et bien voilà, ça va faire partie des choses, même si c'est pas tout le temps à leur conscience éveillée, ça va s'inscrire dans leur cerveau et ça va se retrouver chez vous. Et vous, enfants, vous allez vous retrouver avec l'impossibilité d'avoir un logement suffisamment grand. Si vos parents manquent d'argent, par exemple, évidemment, ils vont pas remettre ça sur le tapis sans arrêt, mais ça va rester une préoccupation cérébrale perpétuelle, et cette préoccupation va s'inscrire dans votre projet sens, et vous allez donc être dans cette trajectoire de manquer d'argent. Prenez le cas des pays sous-développés, avec ces gens qui n'arrivent pas à remonter depuis qu'on les a amputés de leur territoire, de leur culture. Bien ces gens-là vivent de génération en génération des situations où ils ont faim, où ils sont dans le mal-être, où ils sont dans la perte de liberté, dans la perte du territoire. Et ça ne peut pas s'arrêter parce que ça s'inscrit de génération en génération. Et alors là, il faut faire très très attention à quelque chose. C'est que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Vous êtes par exemple devant votre télévision et vous regardez un film à suspense. Et vraiment, vous êtes dans le suspense et vous rentrez dans le film et vous êtes dans cette inquiétude. Comment ça va se passer? Est-ce que le héros va réussir à s'en sortir, etc. Et puis, au milieu du film, vous êtes obligé de courir aux toilettes parce que vous avez une envie d'uriner incroyable et vous allez uriner des litres et des litres d'urine parce que vous résistez au suspense. Et pourtant, ce suspense ne vous concerne pas vous. Mais ça veut dire que votre cerveau l'a intégré comme si vous étiez dans le film. Vous voyez, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Et donc, un film peut vous impacter profondément. Et ça, il faudrait que toutes les femmes fassent très attention pendant la grossesse. La télévision, quand on considère que la télévision, c'est 90 à 95% d'horreur, de violence et de sang, il est clair que c'est pas géant, quoi. Il faudrait peut-être faire très très attention pour les femmes enceintes en particulier avec tout ce qui est virtuel. Mais c'est pareil les films, hein. Si vous allez au cinéma et si vous allez voir un film d'horreur, ça va se marquer sur votre enfant, quoi, hein. Tout au long de la grossesse et peut-être même avant, hein. Et probablement aussi après, quoi, hein. Voilà. Une chose aussi qui est très importante, c'est tous les messages subliminaux. Et des messages subliminaux, il peut y en avoir de diverses sortes. Il peut y en avoir qui sont parfaitement cachés, secrets. Il peut y en avoir qui sont tout à fait connus et au grand jour, hein. Et alors, il y a une autre sorte de messages subliminaux. Ce sont les publicités. Lorsque vous marchez, lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous êtes en vélo, ou lorsque vous regardez la télévision, il y a des publicités. Eh bien, si vous regardez la publicité, à ce moment-là, c'est votre esprit, au niveau de votre hara, qui prend la direction des opérations et qui va dire oui, c'est plausible, non, c'est pas plausible. Il va exercer son discernement. Il ne va pas laisser le cerveau engranger l'information s'il ne le juge pas bon. Et donc vous devenez critique et vous restez libre. Mais si vous ne faites pas attention à cette publicité, eh bien elle s'inscrit automatiquement dans votre cerveau. Et c'est pour ça que ça coûte tellement cher
pour un annonceur de faire passer une publicité à la télévision. Parce que bien sûr, les gens sont accaparés par le film. Et chaque fois qu'on arrive sur les publicités, ils ne font plus attention. Et c'est là que les publicités sont actives, et c'est là que le lendemain, vous vous retrouvez au supermarché et vous allez acheter des choses dont vous n'avez absolument pas besoin parce que vous les avez vues, votre cerveau plutôt les a vues la veille sur cette publicité. Et ça aussi, ça va se retrouver dans le projet sens de vos enfants, des enfants que vous allez mettre au monde. Donc, il est clair que dans cette feuille de route qui vous est fournie par vos parents, il va y avoir essentiellement des événements négatifs, qu'ils soient réels ou virtuels, tout ce dont vos parents ne veulent pas. Il va y avoir des informations subliminales, il va y avoir énormément de choses. Je vous dresse un tableau très noir de la situation, parce que du coup, on demande, mais pauvre enfant, il va être obligé de subir cette trajectoire. Ben voilà, il va peut-être devoir la subir au début de sa vie, mais à partir du moment où il va découvrir ce fonctionnement et ce mode de fonctionnement, il va pouvoir s'en libérer, il va pouvoir en guérir et il va pouvoir changer sa vie, changer sa trajectoire. Par rapport à ça, il y a un exemple tout à fait exceptionnel qui s'est produit il y a maintenant 14 ou 15 ans. C'est l'histoire de cette petite fille mongolienne. C'est une pédiatre de Rome, une femme italienne, pédiatre à Rome, et pédiatre active, qui a une petite fille de 4 ans qui est mongolienne. Et puis cette femme entend dire que le docteur Hammer est dans le secteur. Et elle vient le consulter en lui disant « Faites quelque chose pour ma petite fille, qui est mongolienne. » Le docteur Hammer, premier réflexe, le mongolisme, c'est génétique. C'est la trisomie 21. Bon, c'est-à-dire il y a un chromosome supplémentaire. Et donc, on ne peut rien faire. Et le docteur Hammer éclate de rire en disant à cette maman en désarroi, mais vous savez bien qu'on ne peut rien faire, c'est génétique. La maman insiste, c'est son bébé, et elle voudrait tellement faire quelque chose pour son bébé. Et entre confrères, opposer un refus absolu et net, faut pas exagérer. Et donc, Hammer finit par céder et lui dire, écoutez, faites-lui faire un scanner cérébral et peut-être qu'on pourra améliorer sa vie de mongolienne. Mais pour lui, il n'était pas question de guérir le mongolisme, bien sûr. C'était même pas en rêve, quoi. Hein. Et donc, la maman part faire un scanner cérébral à sa petite fille. Elle revient voir le docteur Hammer avec le scanner de sa petite fille. Hammer, immédiatement, dit à la maman, votre enfant est schizophrène. Et alors, Hammer s'explique. Et il dit à la maman, mais en fait, regardez son scanner. Votre fille, elle a vécu. Alors là, Hammer est fantastique pour la lecture des scanners. Il est capable de dater presque à 1 mois près. Elle a vécu 2 traumatismes auditifs majeurs pendant la grossesse. Un traumatisme auditif majeur concernant votre vie professionnelle. Donc ça se situe sur le cerveau droit. Et un traumatisme auditif majeur concernant votre vie affective et personnelle. Et tout ça pendant la grossesse. Donc là, quand il y a 2 conflits symétriques dans le cerveau, automatiquement le cerveau disjoncte, il sort de la réalité. Et donc elle est schizophrène. Oui, le docteur Hammer ne fait pas encore la jonction entre le mongolisme et la schizophrénie, bien sûr, sur le coup. Il s'ensuit une séance de décodage. Est-ce que, oui ou non, vous avez bien vécu des traumatismes auditifs majeurs pendant la grossesse de l'enfant ? Et ils réfléchissent ensemble et très vite, il arrive à retrouver le conflit professionnel. Bien sûr, il y a 4 ans que ça s'est passé, la maman a un peu oublié, mais pendant toute la grossesse, l'immeuble dans lequel était son cabinet de travail était mitoyen à un immeuble qui était en démolition. C'est-à-dire que pendant toute la grossesse, elle a profité des marteaux-piqueurs et tous les coups de masse et autres qui étaient juste à côté. On avait
l'explication du traumatisme auditif à droite. Restait le traumatisme auditif à gauche dans la dimension affective. Et là, ça a été beaucoup plus dur à trouver parce que vraiment, il n'y avait rien. Le docteur Hammer lui dit, mais vous avez dû vous disputer avec votre mari, vous avez hurlé dessus, il s'est passé quelque chose. Mais non, rien. Et Hammer, finalement, je ne sais pas pourquoi, il dit, mais à propos, qu'est-ce qu'il fait comme métier, votre mari? Et la femme lui répond, mon mari, il est facteur d'orgue. C'est un métier merveilleux, facteur d'orgue. Et seulement facteur d'orgue, il est d'abord et avant tout menuisier. Et un menuisier, bien sûr, parce qu'il faut construire les meubles qui vont recevoir les tuyaux des orgues. Eh bien, le menuisier, il utilise un instrument qui fait un bruit absolument strident qui s'appelle la scie circulaire. Et donc, le docteur Hammer demande à la maman où se trouve l'atelier de votre mari. Et la maman de lui répondre, mais il est au rez-de-chaussée de la maison. C'est-à-dire que tous les soirs, quand elle rentrait, qu'elle préparait le repas, eh bien son mari continuait jusqu'à la dernière minute d'avancer son travail. Et donc tous les soirs, elle avait le bruit strident de la scie circulaire qui est venu impacter son bébé. Donc on avait l'explication de ce deuxième traumatisme dans la dimension affective, puisque c'était vécu par la maman lorsqu'elle était chez elle. Après ce travail, le docteur Hammer a réfléchi 5 minutes et il a dit, écoutez, à mon avis, la solution, très simple, c'est d'apprivoiser votre petite fille au bruit. Et vous allez, pour cela, vous allez acheter un moulin à café électrique. Vous savez, ces moulins à café électriques, vous appuyez sur le bouton ou sur le couvercle, et plus vous appuyez, plus le bruit est strident. Et dès que vous lâchez, le bruit s'arrête. Eh bien, vous allez faire jouer votre petite fille avec un moulin à café électrique. Et c'est tout. J'ai vu la petite fille 6 mois après, puisqu'elle était venue au congrès en Suisse en juin ou juillet 1999. Cet enfant qui était mongolienne avec une soi-disant trisomie 21 à l'origine n'était plus mongolienne et bien sûr n'avait plus la trisomie 21, ni le rictus, ni rien à la fin. C'est vrai que si vous regardez un enfant mongolien, son faciès, c'est comme, ou un adulte, c'est pareil, c'est comme s'il voulait se boucher les oreilles. Et tous les enfants mongoliens sont extrêmement sensibles au bruit. Mais moi, je me souviens, il y a 2 ans, à la sortie d'une église, il y avait une volée de cloches à la sortie d'un mariage. Il y avait une petite fille mongolienne d'une 10aine d'années qui était là dans l'assistance et qui, pendant toute la volée de cloches, hurlait de douleur en essayant de rentrer sa tête dans le ventre de la maman pour retrouver la sécurité du ventre de la maman. Donc je crois que on pourrait se permettre aujourd'hui de guérir tous les Mongoliens simplement. Alors, il est clair que si on peut guérir une petite fille mongolienne, nous pouvons guérir des programmations extrêmement importantes qui nous proviennent de la vie intra-utérine et de nos ancêtres. Ça doit être possible. Et donc, c'est là que Marc Fréchet va intervenir et nous proposer vraiment une marche à suivre pour faire ce travail de guérison, pour faire ce travail de reprogrammation, de redirection de notre vie. La priorité des priorités, c'est de prendre conscience de toutes ces programmations qui nous viennent de nos parents et de nos ancêtres. Et donc ça implique un petit travail d'exploration qui peut se faire en une demi-journée, si le thérapeute est expérimenté, si votre accompagnateur plutôt est expérimenté, parce que, essayez de voir un petit peu toutes les anecdotes qu'on puisse produire un peu avant, pendant la grossesse, dans les 18 mois qui suivent, vous êtes dans cette fusion, dans ce désir de fusion avec maman, sachant que ce qui va s'inscrire dans la feuille de route, c'est ce qui est négatif. Donc ça, c'est quelque chose il n'est pas toujours facile à comprendre, mais par exemple, si vos parents rêvent d'aller au bal, de s'éclater, de faire la fête, c'est que quelque part, ils sont tristes. Et donc, ce qui se programme en vous, c'est la tristesse. Ce qui va s'inscrire dans votre feuille de route, c'est tout ce qui n'est pas accepté dans la joie par vos parents. Donc ça implique donc une certaine gymnastique. Il faut aussi, bien sûr, étudier votre généalogie, parce que vos parents eux-mêmes
c'est comme vous, ils ont une trajectoire et c'est ce qu'on appelle la cascade généalogique, c'est-à-dire que si leurs parents, à eux, les ont propulsés dans une certaine direction, l'impulsion qu'ils vont vous donner va aller quand même un peu dans le sens de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents. Donc il faut pouvoir remonter, si c'est possible, jusqu'aux arrière-grands-parents. Mais c'est important de faire un travail d'effacement de ces projets négatifs pour pouvoir réinscrire dans votre ordinateur cérébral les projets qui correspondent à vos désirs réels, objectifs du moment, et des désirs qui soient épanouissants, enrichissants et qui vous fassent grandir dans le bon sens, quoi. Ensuite, on peut suivre directement les conseils de Marc Fréchet, et qui a vraiment bûché la question et qui a guéri des centaines et des centaines de gens. Nous savons parfaitement qu'un ordinateur fait de main d'homme, s'il y a un logiciel ou un dossier qui ne vous convient pas, eh bien, on peut l'effacer et en mettre un autre à la place. Eh bien, c'est pareil pour votre cerveau. Votre cerveau n'est qu'un ordinateur. Et avec le commandant de bord qui est votre esprit, vous pouvez parfaitement effacer un programme inscrit dans votre cerveau pour mettre autre chose, pour changer la donne. Et donc, c'est ça qui va être important à comprendre, comment on peut faire pour effacer et reprogrammer votre cerveau. Nous savons que l'ordinateur, nous communiquons avec lui par le clavier, par la souris, par l'écran tactile dans certains cas, enfin peu importe. Il y a un certain nombre de moyens pour effacer et pour pouvoir mettre les programmes à la poubelle et en inscrire d'autres à la place. Eh bien, le cerveau, pour pouvoir agir sur le cerveau, il faut savoir que le cerveau fonctionne en mode symbolique et il a donc besoin qu'on lui transmette les informations en mode symbolique. Eh bien, il fallait trouver un symbole. Imaginez un pot-au-feu dans une belle marmite, dans un beau chaudron. C'est un mêle-pot de plein de choses. Il y a de l'eau, il y a des aromates, il y a des épices, il y a des viandes différentes, il y a des oies à moelle, il y a des légumes de toutes sortes, il y a du sel, il y a tout ce que vous voulez. Et bien sûr, par rapport à vos désirs de demain, vous n'allez pas avoir que des désirs dans une direction donnée, vous allez avoir des désirs par rapport à votre vie affective, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie spirituelle, par rapport à votre santé, par rapport à plein de choses. Donc, oui, c'est un symbole qui est parlant. Donc oui, on peut utiliser ce symbole-là. Et tous ces éléments que vous allez mettre dans votre pot-au-feu, eh bien, ils peuvent être communs à tout le monde, mais lorsque la cuisson va intervenir, lorsque le pot-au-feu, tous les ingrédients seront réunis dans le pot-au-feu, vous allez faire agir la cuisson et l'alchimie de la cuisson qui va transformer cet assemblage hétéroclite, qui va le transformer en un plat absolument unique et donc qui va vous être spécifique. Lorsque vous aurez consommé ce pot-au-feu, c'est-à-dire lorsque tout ce que vous aurez prévu demander dans votre trajectoire sera arrivé, eh bien vous pourrez vider la marmite et faire un nouveau pot-au-feu. Et donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pourrez changer votre feuille de route. Vous allez rentrer dans la liberté de choisir ce qui va constituer votre vie de demain. Et ça, c'est absolument passionnant. Et ça marche. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous allez me dire, il faut trouver un légume qui symbolise la santé, un légume... Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Alors bien sûr, il y a le pot-au-feu en réel dans sa marmite avec les légumes, les viandes, les aromates, l'eau et tout ça. Mais dans votre cerveau, vous allez pouvoir mettre des informations purement virtuelles. Et vous allez pouvoir commencer par faire une marmite, un chaudron virtuel, c'est-à-dire dessiné. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il doit être dessiné par un tiers. Vous n'avez pas le droit de le dessiner vous-même. Pourquoi vous n'avez pas le droit de le dessiner vous-même? Parce que, quelque part, vous ne vous êtes pas créé vous-même. Si vous dessinez cette marmite vous-même, ce chaudron vous-même, ça voudrait dire que vous devenez votre propre créateur. Mais ça, non. Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner si c'est comme ça. Donc, il faut trouver quelqu'un qui vous dessine un chaudron, une marmite,
Et c'est ce chaudron, cette marmite que vous allez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement un dessin fait par un ordinateur, fait par informatique, que vous allez pouvoir reproduire autant de fois que vous en avez besoin, bien sûr. Et bien dans cette marmite, vous allez pouvoir y rentrer tous les ingrédients que vous voulez. Et alors c'est là qu'il faut respecter un certain nombre de règles, parce que le cerveau n'est pas intelligent. Le cerveau, n'oubliez pas, il n'est qu'un ordinateur. L'intelligence se situe au niveau de votre esprit et non pas de votre cerveau. Donc ça, c'est important de respecter ce que le cerveau peut entendre dans ce dialogue avec votre cerveau. Donc, vous allez, dans un premier temps, réfléchir à vos buts. Et lorsque vous aurez des buts, vous allez manifester de façon claire et consciente que vous avez compris que le Créateur veut pour vous le meilleur, et donc ce que vous désirez de façon ardente. Et vous allez le manifester en écrivant ce but à l'extérieur du chaudron. L'extérieur de votre marmite représente l'univers. Et donc, en l'écrivant à l'extérieur, c'est une manière de dire « Je sais que le Créateur a voulu que cela soit possible pour moi ». Et donc, vous allez l'écrire à l'extérieur. Par exemple, « J'ai une excellente santé », pour vous donner cet exemple-là. À partir de ce moment-là, vous allez faire une flèche et vous allez rentrer la flèche à l'intérieur du chaudron, à l'intérieur de la marmite. Si votre flèche traverse la paroi du chaudron, le chaudron, la marmite, sera percé et le contenu, le pot-au-feu, n'y restera pas, ça va fuir. Donc il faut toujours faire passer la flèche par en haut. Même si vous écrivez sous le chaudron, dans l'extérieur, eh bien vous allez faire contourner la flèche, remonter et descendre à l'intérieur du chaudron. Et là, à l'intérieur du chaudron, vous allez réinscrire ce que vous aviez écrit à l'extérieur. Et en faisant cela, vous allez demander à votre chaudron d'aller chercher dans l'univers ce que vous voulez pour vous aujourd'hui. Une fois que vous aurez réinscrit cela à l'intérieur du chaudron, eh bien, vous allez pouvoir inscrire d'autres choses. N'oubliez pas, un pot-au-feu, il y a une multitude d'ingrédients variés. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir mettre des éléments par rapport à la santé, des éléments par rapport au bien-être matériel, par rapport à votre vie affective, par rapport à votre vie spirituelle, à votre évolution en sagesse, etc., etc. Mais, petite précaution, vous ne devez jamais mettre des éléments négatifs. Imaginez, si vous écrivez « je n'ai plus peur », vous allez rentrer le mot « peur » à l'intérieur du chaudron. Et le cerveau va oublier tout le reste. Il ne va garder que le mot « peur ». Par conséquent, si vous voulez ne plus avoir peur, il suffit de demander le contraire de la peur. Et alors là, ça c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que le contraire de la peur? Eh bien, le contraire de la peur n'est pas le courage. Le courage, c'est la peur surmontée. Mais la peur y est dans le courage. Le contraire de la peur, c'est pas non plus la confiance, parce que la confiance, c'est parfois l'inconscience, quelque part. Non, le contraire de la peur, c'est l'amour, et l'amour spirituel, même pas l'amour inconditionnel. Donc il faut aller chercher cette notion-là et dire, si vous ne voulez pas être dans la peur, il faut dire, je suis rempli d'amour spirituel. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de problème dans votre vie, il ne faut surtout pas dire que vous n'avez pas de problème. Il faut dire que tout se passe très facilement pour moi. Alors, ce qui est important aussi, c'est de raisonner comme un pilote automatique. Et ça, souvenez-vous de l'avion. Lorsque l'avion vient de décoller, il est à peine à 100 mètres d'altitude, le commandant de bord inscrit dans le pilote automatique altitude 10 000 mètres. L'avion est à 100 mètres. Il ne va pas lui dire monte à 10 000 mètres. Il ne va pas lui dire rentre le train d'atterrissage et grimpe à tel degré. Non, il lui met simplement altitude 10 000 mètres. Et ensuite, le pilote automatique se débrouille, c'est lui qui va rentrer le train d'atterrissage, c'est lui qui va incliner l'avion dans l'angle voulu, qui va impulser les moteurs avec suffisamment de force pour que l'avion monte, etc. Il se charge de tout. Vous imaginez, vous avez un examen dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe.
Vous n'allez pas mettre « je vais réussir mon examen ». Vous allez écrire dans votre feuille de route « j'ai réussi mon examen ». Comme si c'était déjà là. L'altitude est déjà atteinte. Voyez, c'est important de faire comme si la chose est déjà acquise. Par exemple, vous n'allez pas mettre « je guéris ». Vous allez écrire dans le chaudron « je suis en parfaite santé », même si vous êtes très malade. Hein, c'est une feuille de route, et c'est pas un mensonge, c'est une programmation que vous allez inscrire dans votre feuille de route. Autre règle, jamais 2 chaudrons simultanés. Donc lorsque vous changez de chaudron, vous déchirez l'ancien. C'est un petit peu comme si vous vidiez la marmite pour préparer un nouveau pot-au-feu. Chaque être humain est libre, il est grand, il est normalement dépositaire de la conscience et de la liberté. Eh bien, vous n'avez pas le droit de demander quelque chose pour le voisin, ni pour votre enfant, ni pour vos parents. Vous ne pouvez demander que pour vous-même. Alors après, vous pouvez informer les gens que vous aimez de cette technique, mais laissez-leur une totale liberté d'entrer librement dans cette démarche et de se reprogrammer eux-mêmes librement. Vous ne pouvez pas demander pour eux parce que ce serait aliéner leur liberté. Et ça, c'est très grave, vous n'en avez pas le droit. Et Marc Fréchet était formel là-dessus. Il n'est pas question de demander pour les autres. Ce qui est très important aussi, c'est d'être extrêmement précis. Et là, je me souviendrai toujours d'une personne que j'accompagnais de façon sporadique, c'est-à-dire j'envoyais une fois par mois à l'occasion de déplacement, et je lui avais enseigné le chaudron. Et lorsque je lui avais enseigné le chaudron, je l'ai fait faire, et immédiatement, elle avait écrit « le bonheur ». Et une flèche, et elle avait écrit « le bonheur » à l'intérieur du chaudron. Et alors, j'ai revu cette femme, sur le coup, j'avais rien dit, ça me paraissait correct, il n'y avait pas de problème. Quand j'ai revu cette femme le mois suivant, elle m'a dit « votre chaudron, il ne marche pas ». Ah. Elle m'a dit « écoutez, en un mois, pour la première fois en 15 ans, je me suis fait tabasser par mon mari ». Bon, effectivement, c'est pas tellement évident. Deuxièmement, elle était ingénieure informaticienne dans une multinationale sur Paris. Deuxièmement, mon supérieur a fait une énorme boulette professionnelle et m'en a fait porter la responsabilité. Troisièmement, nous avions trouvé la maison de nos rêves dans la région parisienne. Elle et son mari. Son mari était aussi, il avait un métier très bien rémunéré, et donc ils avaient trouvé sans problème le crédit, tout était prêt. Ils avaient rendez-vous chez le notaire ce mois-là. Ils vont chez le notaire pour signer l'acte de vente, et le notaire les informe lorsqu'ils arrivent là-bas. Je suis désolé, mais le propriétaire vient de m'annoncer qu'il renonce à vendre. Il ne veut plus vendre. Et donc c'était 3 catastrophes monumentales qui se sont produites pendant ce mois. Donc le chaudron ne marche pas. Là je vous avoue sincèrement que j'étais très embêté. Sachant pas trop quoi dire, je lui dis « mais qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur ?» Et alors, elle me raconte tout ce que vous allez me raconter si je vous pose la question, à savoir la joie, la sérénité, l'harmonie dans le couple, l'aisance matérielle, la belle maison. Ah oui, d'accord. Mais tout d'un coup, ça m'est venu. Mais en fait, le bonheur, on le programme quand on est enfant. Donc j'ai dit, mais et quand tu étais petite fille, c'était quoi le bonheur pour toi? Et alors là, elle a réfléchi et très vite, elle m'a dit, ah ben c'est quand papa me regardait. Et alors, quand est-ce que papa regardait cette petite fille qui était noyée au milieu de la fratrie d'une dizaine de gamins? Eh bien, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faisait quand il te regardait, papa? Elle a réfléchi à dire, bah oui, c'est pas compliqué. Quand il me regardait, c'est quand il me tapait dessus, parce que j'avais fait une bêtise. Vous voyez, c'est incroyable, mais en fait, le chaudron avait parfaitement fonctionné. Elle avait demandé le bonheur, et la programmation qui s'était inscrite pour elle, c'était sa programmation de petite fille. À savoir, le bonheur, c'est d'être regardé par papa, mais on est regardé par papa que s'il nous tape dessus. Il faut faire extrêmement attention à être d'une précision chirurgicale dans ce que vous allez inscrire. Donc si elle avait écrit oui, on est propriétaire de cette maison, mon travail marche bien, je m'entends bien avec mon mari, là ça aurait été parfait.
Mais elle a écrit un terme trop vague. Donc faites attention, votre cerveau n'est pas intelligent. Lorsque vous aurez tout préparé, il faudra bien sûr installer votre chaudron dans un endroit où vous passerez souvent à côté. Il faut que ce chaudron s'inscrive en vous comme un message subliminal, c'est-à-dire qu'il faut le mettre dans un endroit où vous passez souvent devant. Ça peut être à côté de votre lit, ça peut être à côté de votre bureau, peu importe, mais il faut que très fréquemment, même si vous ne le lisez pas, il faut que très fréquemment ça puisse s'impacter dans votre cerveau pour que ça devienne efficace. Ce qui est important aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut que la flèche soit dans un seul sens. Ça aussi, c'est une expérience étonnante. Un de mes élèves un jour qui met, j'ai une grosse rentrée d'argent et qui le met dans les deux sens, parce qu'il me dit l'argent ça doit circuler. Bon, pourquoi pas, j'ai laissé faire et je l'ai vu un an après. Entre-temps, il avait effectivement touché un héritage, une maison de maître absolument extraordinaire. Et puis, bien évidemment, le fils qui lui est tombé sur le dos a estimé la maison et l'a imposé sur l'estimation de la maison. Donc il a été obligé, en catastrophe, de mettre la maison en vente. Il a vendu à perte et il a été obligé de faire un crédit pour payer les impôts. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est rentable, quoi, hein, quand vous mettez la flèche dans les deux sens. Donc faites très attention à mettre la flèche qui va de l'extérieur vers l'intérieur et elle ne ressort pas. Voilà. Dernier point, imaginez, vous avez une marmite et cette marmite est pleine. Vous n'allez pas pouvoir y mettre quoi que ce soit. Avant de mettre en œuvre votre premier chaudron, il faut déjà vider tous les projets négatifs qui vous ont été transmis par vos ancêtres. Et puis, lorsque vous aurez fait ce travail, ensuite, il faudra régulièrement refaire votre chaudron, sinon vous l'oublierez et ça ne marchera plus. Et donc, il faudra le refaire très très régulièrement. Et là aussi, il faudra vider l'ancien avant. Donc, bien évidemment, vous n'allez pas vider, vous allez vider le chaudron du dernier contenu. Mais la toute première fois, le contenu que vous allez vider, ça va être les projets de vos parents, tout ce qui était négatif pour vos parents. Ensuite, eh bien, c'est le contenu du précédent chaudron que vous aurez fait de votre côté avec des choses positives. Donc là, il suffira de déchirer le précédent chaudron pour vider en quelque sorte, et puis vous refaites un nouveau chaudron. Donc ça, ce sera extrêmement simple par la suite. Mais la toute première fois, quand vous rentrez dans ce jeu du chaudron, eh bien, il faut faire véritablement un petit rituel. Il faut que ces programmations transmises par vos parents, vous puissiez les évacuer, vous puissiez faire quelque chose qui puisse être vraiment marquant pour votre cerveau. Et c'est là où je remercie énormément Brigitte. Elle a eu cette idée absolument géniale de faire écrire sur des galets les différentes programmations négatives transmises par vos parents. Alors bien sûr, ça impliquera de faire cette exploration de votre projet sens et de votre généalogie. Et alors, vous allez récupérer les informations de cette enquête et les inscrire sur des galets. Et puis vous allez entasser ces galets dans un sac à dos. Et vous allez marcher au moins 500 mètres pour bien ressentir le poids de ces programmations négatives qui vous ont été collées sur le dos par vos ancêtres. Et puis, il va falloir arriver au bord d'une rivière ou sur un pont, et au-dessus d'une rivière, une eau courante. Et là, vous allez prendre les galets les uns après les autres, lire le programme négatif inscrit dessus et jeter le galet à l'eau, de façon à ce que cette information soit lavée par la puissance de l'eau. Donc il faut que ce soit obligatoirement une rivière, une eau courante. Voilà. Et les uns après les autres, et pour chaque galet, bien prendre conscience que vous débarrassez de ce programme négatif dont vous ne voulez plus. Et ça, c'est un acte extrêmement puissant, extrêmement fort, qui va réellement libérer votre feuille de route et votre pilote automatique.
Lorsque vous aurez fait ce travail de nettoyage, le chaudron est vidé. À ce moment-là, vous remplissez sur place le premier chaudron avec les projets que vous aurez préparés. Et n'oubliez pas, vous écrivez d'abord à l'extérieur. Et puis, à partir de cette information à l'extérieur du chaudron, vous allez dessiner une flèche et venir rentrer dans le chaudron pour réécrire à l'intérieur du chaudron ce que vous désirez réellement de tout votre cœur. Voilà. Et puis vous ferez ainsi pour chacun de vos projets. Et lorsque vous aurez écrit tout cela dans votre chaudron, sur place, au bord de la rivière, vous mettrez ce chaudron à la place des galets dans le sac à dos. Et vous referez les 500 mètres à pied. En ayant conscience, en prenant conscience de la différence que cela représente pour vous. À quel point le reste était lourd tout à l'heure, à quel point c'est léger, c'est harmonieux, c'est joyeux, c'est pétillant maintenant. Voilà. Et dès que vous rentrerez chez vous, vous installerez le chaudron à la place qui lui est dévolue, à la vue, à votre vue, le plus souvent possible. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous le verrez, votre vie va complètement changer. Toute petite précaution. Il faut le refaire au moins tous les 2 ou 3 mois. Ça, c'est important. Parce que si vous ne le refaites pas régulièrement, vous finirez par l'oublier. Si vous l'oubliez, vous retomberez plus ou moins dans des programmations négatives. Alors faites-y attention. Tous les 2 ou 3 mois, déchirez votre chaudron pour vider la marmite et refaites-en un nouveau. Et il suffit de me demander si vous avez disposé d'un ordinateur. Je vous ferai sans aucun problème parvenir un chaudron en papier informatique que vous pourrez tirer aussi autant de fois que vous voudrez pour pouvoir ainsi continuer ce travail d'harmonisation et de bonheur pour votre vie. Si les projets conscients de nos parents s'inscrivaient dans la feuille de route des enfants, eh bien, les enfants seraient tous heureux, riches, en bonne santé, épanouis une fois adultes. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Eh bien, je crois que si nous pouvions faire ce travail à nos enfants, et c'est un peu le but de ce film, c'est de vous donner les moyens de le faire, eh bien, si vous pouviez leur dire la vérité par rapport à tout ce qui encombre leur généalogie de secrets, de non-dits, accepter de reconnaître qu'on n'est pas des êtres parfaits, qu'on est simplement des êtres humains comme eux, et leur permettre de se reprogrammer. Alors, peut-être que ça pourrait devenir une réalité, et que tous les enfants du monde pourraient un jour devenir riches, heureux, en bonne santé, épanouis. C'est ce que je vous souhaite à tous, et ce que je souhaite à tous nos enfants et à tous les enfants du monde aujourd'hui et demain. C'est un travail que nous faisons, Brigitte et moi, depuis bientôt 12 ans, et c'est un travail tout à fait passionnant.